Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est format court, alors jetons un petit coup d'œil à vos questions. Est-il envisageable que Mercure soit le noyau d'une géante gazeuse qui se serait faite souffler par les vents solaires ? Alors, Sbra TV, ta question est intéressante. Malheureusement, je vais devoir répondre par la négative. En effet, on sait estimer l'âge de la surface d'une planète, surtout quand elle n'a pas d'atmosphère, en comptant le nombre d'impacts qu'elle porte. C'est notamment comme ça qu'on sait que les mers lunaires sont plus récentes que le reste, parce que le nombre d'impacts à leur surface est largement moindre. Car oui, les planètes, Terre comprise, subissent un bombardement constant et statistiquement à peu près régulier depuis leur naissance, si on accepte des périodes comme le grand bombardement tardif dont on sait qu'elle était particulièrement intense. Donc plus une surface est vieille, plus elle a eu le temps d'être frappée par des astéroïdes et donc plus elle est constellée de cratères. Or, la surface de Mercure est à peine plus vieille que le système solaire, et c'est d'autant plus facilement mesurable que celle-ci n'est pas soumise à la même érosion qu'ici sur Terre. Donc, si Mercure avait été une géante gazeuse dont il ne resterait aujourd'hui que le noyau, sa surface aurait été exposée aux impacts plus tardivement et nous apparaîtrait donc moins marquée. Et je vous vois venir, et si Mercure avait été une géante gazeuse qui se serait faite souffler dans les premiers millions d'années de son existence et aurait ensuite mangé le même bombardement que les autres planètes ? Eh ben là encore, c'est peu probable. Déjà parce que les environs du Soleil après sa naissance étaient probablement assez pauvres en gaz, la jeune étoile les repoussant avec ses vents stellaires. Et aussi parce que Mercure est certes proche du Soleil, mais elle en est quand même très éloignée si on compare son orbite avec celle des exoplanètes géantes que l'on découvre un peu partout dans la galaxie, qui sont beaucoup plus proches de leur étoile et qui sont a priori arrivées là par migration après s'être formées plus loin. Est-ce qu'on pourrait installer un télescope géant sur la Lune et quels en seraient les avantages et les inconvénients ? L'avantage, il y en a un gros pour les radiotélescopes. Sur la face cachée de la Lune, on s'épargne le plus gros des interférences avec les communications terrestres. Bon, par contre, niveau inconvénient, on les collectionne. Envoyer du matos dans l'espace, ça demande beaucoup d'énergie, et donc beaucoup de pognon. Et le plus difficile, c'est d'aller en orbite, ou d'en revenir. Le reste, c'est relativement simple et peu coûteux à côté. Donc, par rapport à un télescope orbital, le télescope lunaire, il faut le poser à la surface de l'astre. Et plus il est gros, plus ça va être compliqué, demander de l'énergie et donc être cher. S'il doit être rassemblé, comme ça serait le cas d'une grosse antenne de radiotélescope qui devrait en plus être bétonnée dans un bâtiment, ça demanderait de la main-d'œuvre, donc une base lunaire, donc toute la logistique et les infrastructures qui vont avec. Ensuite, la Lune, c'est poussiéreux, et les mécaniques de précision, elles aiment pas la poussière. Sans compter que si elle se trouve sur les optiques, par exemple pour un télescope qui opère dans les longueurs d'onde visibles, le résultat devient vite dégueulasse. Et comme c'est une poussière très abrasive et dépourvue d'eau, donc très électrostatique, c'est en plus une purge à nettoyer. Bref, tout ça ce sont des problèmes qu'on s'épargne en laissant le télescope en orbite. Mais j'avoue qu'une base lunaire sur la face cachée avec un télescope géant, ça serait super badass. L'énergie a-t-elle une masse ? Bon, Benjamin, je sens que t'es le genre de mec qui me prend au pied de la lettre quand je dis que vous pouvez me poser n'importe quelle question qui vous passe par la tête. Cependant, je vais te répondre comme l'a fait Benoît Pierre. À tous ceux d'entre vous qui posent de grandes questions sur la physique des particules, la relativité générale, la cosmologie et le reste, sachez que vous avez affaire là à des sujets qui sont très difficiles à expliquer parce que très difficiles à représenter sans créer chez vous de fausses représentations qui ne feraient que compliquer votre compréhension fine du phénomène. On parle de phénomènes qui ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude de voir à l'échelle macroscopique et dans la vie de tous les jours. Et donc votre cerveau, qui est avant tout câblé pour interpréter ce monde que vous voyez quotidiennement, il se retrouve paumé. Franchement, expliquer ce genre de choses, c'est un exercice assez difficile et c'est pourquoi j'hésite toujours un peu à m'y aventurer. Mais une chaîne le fait excellemment bien, c'est Kurzgesagt. C'est une chaîne allemande avec une voix off anglaise. Si vous ne connaissez pas, c'est une grossière erreur qu'il faut corriger au plus vite, d'autant que, même si vous ne parlez pas anglais, les sous-titres français sont disponibles. Et sur cette chaîne, vous trouverez des sujets très divers allant de l'immunologie aux expériences de pensée complètement loufoques, le tout entièrement en animation. Autant dire que ça ouvre de grosses possibilités pour représenter des choses abstraites. Mais il existe une chaîne francophone que je n'hésiterai pas à comparer à Kurzgesagt, c'est ScienceClick. Elle publie beaucoup moins souvent, et pour cause... Je sais pas, mais je soupçonne son auteur, Alessandro, de bosser tout seul. Donc imaginez la charge de travail que ça représente de faire des vidéos entièrement en animation. Et justement, Alessandro traite principalement de cosmologie, de relativité ou de physique des particules. Et il fait beaucoup intervenir les maths dans ses représentations, ce qui rend le tout très intelligible. Donc à tous ceux qui ont des questions sur ces sujets, je les ai déjà souvent abordés sur ma chaîne, mais si vous en voulez de bons résumés, c'est là, sur ScienceClick et Kurzgesagt,
qu'il faut aller. D'ailleurs, Bruce avait aussi fait des vidéos sur la relativité il y a quelques années qui sont aussi des explications très claires du phénomène. Bon, je crois que je vous ai recommandé assez de contenu de Vulga pour aujourd'hui, alors on va finir sur une autre chaîne que je regarde, mais dans un tout autre style. Vinetero. C'est un pianiste absolument excellent, qui fait des vidéos muettes parce qu'il déteste sa voix. Il est brésilien et allez juste voir, le mec sait tout jouer. Bon, et si après tout ça vous n'en avez toujours pas assez, il reste toujours astronogeek.tv avec ses documentaires et l'épisode disponible en avance. Alors à la revoyure.